Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouvel épisode du Salon Tactique. Ravi de vous retrouver. C'est vraiment très plaisant de vous avoir à chaque fois qu'il y a un match et surtout on arrive à la fin du tournoi, donc c'est une édition assez spéciale. Il y a eu une rencontre aujourd'hui dont on va discuter, Croatie-Maroc. Voilà, c'était la revanche du match de poule, mais surtout c'est une rencontre et une émission que je vais pouvoir refaire dans un décor que je connais, que je maîtrise à nouveau chez moi. Je suis de retour de Doha après avoir regardé la grande demi-finale et c'est toujours un plaisir de co-animer ceci avec Monsieur Dan Pérez. Comment vas-tu, Monsieur Dan? Salut Zach, ça va très bien. Ça fait plaisir de te revoir et de faire cette émission. Il y a encore celle de ce soir et celle de demain. Donc ça fait plaisir d'être là. Je t'ai manqué un petit peu lors de France-Maroc. Ah oui, L'émission s'est sentie orpheline de ma présence. ah bah évidemment, évidemment. Je me suis retrouvé en plus dans le carré à ta place et tout. J'ai chanté que j'étais pas dans ma zone. Reste dans ta zone, ne viens pas dans ma zone. Monsieur Raphaël Cosmidis, comment vas-tu? Ça va très bien, Zach. Je tiens à te signaler, déjà te remercier pour ton apparition lors de l'émission, quand tu étais au Qatar. Ça a été très apprécié par les nombreuses personnes qui sont venues pour te voir pendant l'émission. Voilà, 1er tacle. On a 2e tacle, essayé, pas on mal a de pas essayé. mal de gens ont dit que c'était la meilleure émission du mois, hein, du salon tactique. Donc, voilà. Je je pense vraiment qu'il faut penser à une reconversion assez rapidement. Il me semble il me semble que Raphaël me Jean-Pierre tacle les deux pieds décollés direct, hein. c'est de l'amour vache, tu sais, quand quelqu'un t'a manqué et tout ça. Tu te dis: «Bon allez». Ça n'a rien à voir, j'ai une nouvelle tasse, j'espère que vous appréciez. Très Vraie joli. histoire, vraie histoire. Bon, vous connaissez les mères, c'est des personnages particuliers. Elle est venue chez moi et m'a dit: «La tasse que tu utilises dans les Twitch me déprime, donc je t'ai acheté une autre tasse». Voilà. Et bah, raison. et Elle a bien et fait. donc voilà. Donc je suis obligé de mettre cette tasse en avant et je la salue. Pour Merci la à On vous. la petite salue aussi. histoire, si vous voulez, en sortant du match, il était quand même assez tard à Doha et en fait, j'ai pris un taxi. En fait, le stade était à 50 bornes de Doha. Donc, en fait, le moment où j'aurais pu passer, j'aurais été à l'arrière d'un sombre taxi avec mon conducteur qui parlait et écoutait de la musique très fort. Je pense que ça aurait pas été hyper simple de passer, mais bon, je ne doute pas du fait que vous ayez bien retranscrit ce France-Maroc et Mais l'histoire de ce comment t'as match. vécu ça vite fait, Zach? Raconte-nous vite fait. Alors, c'était énorme. C'était énorme. Il y a une vidéo qui est sortie il y a 30 minutes sur ma chaîne YouTube où j'ai documenté tout mon parcours, tout mon voyage. Donc, en fait, j'ai essayé déjà de ne pas faire que le match. J'ai essayé de visiter un petit peu. J'ai fait un musée, j'ai fait des endroits un petit peu de la ville et tout. Et pour en revenir au match, très belle ambiance. J'ai vraiment kiffé sur place. C'était trop, trop cool. Il y avait même bonne ambiance assez sympathique aux abords du stade entre les différents fans. Il y avait beaucoup plus de Marocains, mais il y avait beaucoup de fans français et de Marocains qui prenaient des photos ensemble, qui se prenaient dans les bras et tout. C'était très agréable. J'ai posté la vidéo. On a vu le début de l'hymne français être un petit peu sifflé avant de voir le public marocain calmer ça solo et au final le reste de l'hymne très bien se passer. Donc ça m'a fait chaud au cœur. J'ai pu le vivre. J'ai posté une vidéo qui a un peu fait, il a fait 2 millions de vues sur Twitter. Ça m'a fait rire. Et voilà. Mais au global, pour en revenir au match, j'ai kiffé parce qu'en fait en première mi-temps j'ai trouvé que ça attaquait vraiment bien et des deux côtés d'ailleurs et ça a été très plaisant. Le but de Hernandez, je n'ai pas compris d'où est-ce qu'il arrivait. D'ailleurs, si vous regardez le résumé, et ça va vous faire rire, j'étais assez bien placé, pas très catégorie 1, pas très loin de la pelouse. Résultat, si vous regardez le but de Théo Hernandez, le premier, si vous checkez la tribune au-dessus, il y a un mec avec un t-shirt jaune à manches longues au milieu de tous les Marocains rouges, c'est moi. On me voit sur le ralenti du premier but dans la tribune. Bon, un peu de loin, tu vois. Mais non, On va sinon, immédiatement chercher la capture. exactement, exactement. J'ai tout pour les caméras du côté de Zach, tu vois. Et en plus, pour en revenir sur le scénario et tout, c'est un truc dont on avait parlé la veille et dont on avait parlé plusieurs fois. Le Maroc a pris son premier but de la compétition et surtout a pris son premier but a été pour la première fois derrière, du coup. Et vu que ça a été la Mmh. première fois, ça a été intéressant de voir comment ils ont réagi. Là, le début de seconde mi-temps assez fort, mais malheureusement, un manque de qualité, notamment chez les neufs, qui ont un petit peu coûté. Donc, on va pas refaire tout le résumé du match et toute son analyse, mais moi, personnellement, j'y allais le cœur léger. Dans tous les cas, j'avais une équipe à supporter en finale. Ce sera la France et on est content de le faire demain. Voilà. Et vous, le match, c'était comment? Qu'est-ce que vous en avez dit un petit peu? Allez, tu sais, pareil, sans me refaire un peu tout le match. On n'était pas d'accord, donc pas forcément d'accord sur tout. Ah ouais, vous étiez pas J'ét d'accord? J'étais un peu de mauvaise humeur, tu vois? Je j'ai pas trop aimé la performance de la France, et dans la lecture, je pense qu'on n'a pas été trop d'accord avec Dan.
On verra bien sur la finale. Mais du coup, c'était assez intéressant parce que c'est rare finalement qu'on soit pas d'accord depuis le début sur ce De qu'on a ouf, vu. de ouf. Je vous laisse une émission et ça y est, Et vous me bouffez la gueule. Ouais, ça y est, c'est ah du bordel. non, non, j'avais un ennemi sur le chat que je vois là et je l'ai qu'il sache qu'il est toujours dans mon collimateur parce que je suis très rancunier, tu vois? Les valeurs de pardon, de recul, de prise de hauteur, moi Toi, ça m'intéresse pas du toi, ça te tout. parle pas, toi. Moi tout est un levier motivationnel, tu vois? C'est ça d'être éducateur ou coach. Tout est une raison d'avoir quelque chose à faire de plus. Je suis comme Let's Didier go. Deschamps, tu vois? J'aime bien la mentale. Comme dirait Didier Deschamps dans un des papiers écrits par l'équipe récemment, fume-le celui-là, voilà. Et ben, en tout cas, Ouais, ça m'a fait plaisir vas-y, on vas-y, vous vas-y. conseille le papier, ouais, qui est sorti ce soir sur le comportement des Deschamps sur le banc et il y a pas mal d'anecdotes, sur les mots qu'il utilise, la manière dont il consulte ou heu, prête l'oreille à des réflexions de son staff, de mandanda, de certains joueurs sur le terrain, c'est intéressant comme papier. Grave Voilà, intéressant, ouais. ça Est-ce s'appelle qu'il y a Jérém qui le pousse vrai visage de Didier Deschamps. le vrai visage de la dèche. Et ben, avant de parler de Didier Deschamps, de son équipe et de consacrer une grosse page de cette émission à la preview de demain, on va commencer gentiment déjà sur le match d'aujourd'hui. Match pour la 3e place, Croatie-Maroc. Un match qui, lors de la première journée de poule, avait accouché d'un nul, un 0-0 qui, au final, arrangeait un peu les deux équipes. On a senti lors de ce match, lors de la première journée, que les deux équipes s'en sortaient bien avec le nul. Enfin, en tout cas, ce nul-là les arrangeait dans la mesure où ça leur permettait de continuer à essayer de se qualifier par la suite. Et on a vu que ça a fonctionné, vu que les deux équipes sont celles qui sont sorties de poule. Après tout, on va pas être trop critique de ça. Mais ça avait donné un match peu prolifique où les Croates avaient eu quand même les meilleures occasions, mais avec des Marocains qui avaient fait quand même un match sérieux. Mais il me semble que les deux équipes avaient émargé à moins de 1 expected goal. Je crois que c'est Ouais, ouais, 0,80, en fait, la 0,5. Croatie avait une seule grosse occasion, avant la première période, avant Ouais, la Red première Bull. mi-temps, pardon. Ouais, voilà, mais c'était un match assez fermé où les 2 équipes étaient plutôt contentes d'avoir un 0-0. Ouais, exactement. Tu sentais que le scénario leur allait bien et que se faire violence plus que ça, c'était pas forcément nécessaire. Et donc, du coup, c'était le rematch ce soir. Un rematch avec un Maroc grandement affaibli. Encore une fois, Aguerd, Saïs pas présent. Et un Maroc qui a également fait tourner. Ça a été l'occasion de voir l'un de ses prodiges, un de ses futurs prodiges, El Khannous, qui a été titularisé. Sabiri également. Et du coup, voilà, ça a été un petit peu un Maroc remanié face à une Croatie qui l'a été un peu moins. Et ça a donné un match quand même haut en couleur qui a commencé très rapidement avec notamment un but de chaque équipe. Même question qu'habituellement, comment est-ce que vous avez vécu ce match? Quelles sont vos impressions les plus primaires? Monsieur Dan, je te laisse commencer gentiment. Bah, en fait, déjà, il y a toujours une espèce d'ambivalence dans dans la petite finale. C'est au départ, avant la coupe du monde, on dit: «Bon, en fait, bon, c'est un On s'en match qui fout. servira à rien». Mais tu penses aux dernières éditions et à chaque fois, il se passe des trucs, en fait, dans ce match-là. C'est souvent des matchs plus ouverts, il y a des buts qui sont souvent beaux et cetera. Donc au final, tu as envie de le voir, mais en tout cas, c'était mon cas et pour le coup, on n'a pas été déçus parce que sur les 3 buts, on a vu vraiment 2 pépites, de la Croatie, on y reviendra. Oh Mais que donc oui. sur la globalité du match, bon, on voit quand même que c'est le Maroc est en bout de course physiquement. Voilà, ils ont perdu, 3 Un peu défenseurs de centraux. superbe, ouais. Non, mais même 4. Ils ont perdu 4 défenseurs centraux parce que L'ensemble, même, Amrabat finit central. Amrabat finit voilà, central et Amrabat finit central. Donc voilà, tu sentais qu'ils étaient un peu émoussés. Ça pourtant, ils ont une occasion même claire pour revenir à 2-2. ouais. Je pense que la Croatie était en meilleur état physique. Ça a fait la différence quand même et c'était bien. Alors, d'un côté, avec la Croatie, on a revu les joueurs qui avaient été marquants pendant cette coupe du monde et notamment Gvardiol, en plus du milieu Ouais. croate, bien sûr. Donc, c'était un peu voilà la dernière apparition de Gvardiol dans cette coupe du monde Et et c'est le après but qui scelle un peu son superbe tournoi aussi, malgré qu'il ait pris un peu bouillon face à Lionel. exactement, voilà et on était resté un peu, sur la demi-finale face à l'Argentine où évidemment, ça avait été très difficile pour lui et sur le bouillon qu'il prend sur Messi, mais pas seulement, pendant le match, ça avait été très difficile. Voilà, là, il rehausse son tournoi à la fin
et c'est mérité parce qu'il fait quand même un tournoi de bonne qualité. Alors, en revanche, au Maroc, voilà, tu as senti que tout le monde était émoussé, donc on n'a pas vu, à quelques exceptions près, on n'a pas vu tu vois, les joueurs au niveau auquel ils nous avaient habitués jusqu'à présent. Ouais. Donc, Mmh. mais bon, c'est logique, c'est le match pour la troisième place. Mais c'était plutôt sympa et on en retiendra encore une fois, c'est le match pour la troisième place et on retiendra, on en retiendra des choses, notamment ces 2 buts exceptionnels de la Croatie. Quand même terrible de construire la plupart de ton tournoi sur la qualité de ton trio avec tes centraux, ton gardien et ton 6, et d'avoir les centraux qui, malheureusement, sautent et ne terminent pas ce tournoi avec Mmh. un côté physique émoussé très rapidement. On va parler aussi un petit peu du côté émotionnel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Mais juste avant, je vais quand même laisser notre monsieur Dan Perez, s'exprimer au sujet de ce match. Monsieur Dan Perez. Non, mais Dan Perez. Raphaël plutôt. Raphaël. Ça y est, voilà, il nous a quittés, il Il a est oublié notre nom, Raphaël, ça y est. Il a dû ouais, bah, rencontrer oui. d'autres, Mes plus plates excuses. Mes plus plates Il a excuses. il lui a suffi d'un jour pour oublier tout sauf Dan Perez et c'est pas le premier à qui ça arrive, hein. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui ont été dans ton cas, Dan Zanogdak, donc voilà, ça peut arriver. Tu vois, même Ah moi, bah je dis vous Dan et n'avez tout. même pas donné son nom On prénom. on est devenu complètement captivé par cet homme. Je sais qu'il regarde à côté sans doute parce qu'il y a quelqu'un, donc il est un peu gêné, tu vois? Il se dit: «Mais dans quoi je me non, suis même pas, mis?» même pas. Il est dans le pétrin. Non, oui, parler de quelques performances individuelles de certains joueurs qui n'ont pas vu beaucoup le terrain depuis le début de la compétition, en tout cas pas en tant que titulaire. Orsic du côté croate, je pense que c'est un des joueurs qui a été marquant sur ce match-là et Oui, qui aurait peut-être pu un peu plus jouer sur toute la compétition parce qu'on a qui souvent avait dit déjà que fait nos 2 entrées, ouais. on a souvent dit que le secteur offensif croate manquait de percussion et de vitesse et de talent et lui avait les 3, en tout cas semblait avoir les 3 sur ses entrées sur cette compétition, donc c'est un peu dommage et de l'autre côté, alors il perd un ballon, mais je trouve que sur le plan technique, il a eu vraiment des fulgurances, assez incroyables et bon, alors je le connaissais un petit peu parce que j'ai des connaissances qui suivent pas mal le championnat belge et qui du coup voient régulièrement ces matchs, mais j'ai trouvé qu'Elranous avait montré sur le plan technique des choses très positives pour le futur. Il a des prises Mmh. de balles, des changements de rythme pour aller jouer vers l'avant. Alors il perd le ballon sur le deuxième but croate, c'est un peu regrettable, mais sur le reste, dans les intentions, dans la capacité à se retourner, à se mettre dans le sens du jeu, à aller voir à l'opposé, très élégant en plus. Franchement, 18 ans, alors il c'était peut-être un peu tôt pour jouer plus sur cette compète, surtout vu le style de jeu marocain et les certitudes qu'ils ont eues au fil des matchs. Mais j'ai trouvé son entrée, très, très, intrigante, tu vois? Ouais, Pour le ouais, futur du hésite pas à Maroc. mettre des petites talonnades, des petits trucs, ça démontre quand même aussi un petit peu de personnalité. Puis on entend souvent aussi un truc dans le football, et je pense que tu seras aussi d'accord un peu avec ça, mais il y a des prises de balles qui ne trompent pas et des choses qui ne trompent pas sur certains joueurs, des choses qui Ouais, ouais. Non, mais c'est ça complètement, surtout dans ce contexte-là. Que petite finale de coupe du monde, c'est son premier match, il y a quand même un milieu de terrain en face, Kovacic, Modric et Maier qui l'a joué un peu plus parce que Brozovic n'était pas dans le 11. Donc non, ouais. ouais, très, très positif pour le futur. J'espère que ça indique, qu'il y aura d'autres joueurs de ce profil-là qui vont, apporter encore plus au Maroc entre les lignes parce que si tu as un milieu de terrain avec, El Ranouf et Ounahi entre les lignes, 18 ans et 22 ans, ça Ça peut fait être mal sympa, quand même. tu vois? Ça peut être cool et tu parlais des centraux, Zach, en disant qu'en effet, ils en ont perdu beaucoup et que ça a été dur, mais c'est encore un central qui marque, c'est Dari, sur un coup de pied arrêté et c'est encore sur coup de pied arrêté que le Maroc s'est créé la plupart de ses grosses occasions, y compris la tête de d'En-Nesyri à la toute fin, Ouais. occasion de 2-2. Donc voilà, ça a été une grosse donnée de cette compétition, les coups de pied arrêtés et en grande partie pour le Maroc qui est peut-être la meilleure équipe de la compète sur ce plan-là et jusqu'au dernier match, ils l'ont été donc voilà, ça c'est des vraies tendances qu'on a vues qui se sont confirmées comme Gvardiol. Voilà, des équipes, Dan parlait aussi de l'aspect petite finale qui finalement est importante pour ces 2 équipes, Ouais. notamment parce que c'est 2 équipes qui peut-être n'imaginaient pas aller aussi loin au début de la compétition. Tu vois, la Croatie par rapport à sa phase de poule et l'âge de ses meilleurs joueurs et le Maroc, évidemment par rapport au début de compétition, tu peux pas te dire qu'ils vont faire une demi-finale. Enfin, c'est pas un objectif, raisonnable, Oui, oui, avec bien tout le sûr, respect bien que j'ai sûr, bien pour le sûr. Maroc, tu C'est pas vois? Donc assumé, quoi. C'est difficile. voilà. Après, je sais que les Croates, dans leur discours, eux, ils parlaient d'aller au bout. Après, bon, c'est les discours comme d'habitude Bah, d'avant le il tournoi. sort d'une finale, ouais, il sort d'une finale en 2018, donc forcément, tu vas pas te dire que tu es là pour jouer un huitième, mais bon, dans les faits, on savait que ce serait très dur et puis, comme on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ils peuvent très bien sortir en poule et la partie de tableau de ce côté-là change complètement. Ouais, Donc c'est vrai. voilà, ça fait partie des tournants de cette compétition, mais c'était un match, intéressant sur le plan des joueurs, j'ai trouvé. Il y avait quelques garçons à suivre pour le futur. Un des Et trucs d'ailleurs, que. Vas-y, vas-y, Dan. vas-y, vas-y Zach, non, vas-y, vas-y.
T'inquiète, vas-y et j'y vais derrière, Non, pas de non, souci. juste pour rester sur le plan des joueurs, on a beaucoup parlé des qualités de Livakovic. Je pense que là, il est fautif sur le but. Il y a la question aussi de sa capacité à sortir vite ou non de sa ligne. Et là, Ouais, sur il le sort but, vite il a le encore sur, temps. Une-Nesyri, sur une des Ouais, sur actions, En-Nesyri, il le fait bien. Sur En-Nesyri, il le fait bien parce que la situation, elle est assez claire. Mais sur le ballon, sur le but marocain, la balle est en cloche, il a quand même le temps. D'ailleurs, ça surprend ses coéquipiers. mmh. Donc, il a le temps quand même de sortir. Donc, c'est un petit bémol. Je pense que ça fait aussi partie des choses, des raisons pour lesquelles il est peut-être pas encore dans un club un peu plus huppé. Mais c'est à Après, voir. je pense Peut-être qu'il qu'il y rebondira finira, après la Coupe du Monde. ouais, ouais, je pense que c'est un des points d'amélioration, mais que d'une manière ou d'une autre, il finira quand même dans un de ces clubs-là. Moi, il y avait un point que j'avais envie d'aborder et que je trouvais très intéressant. Certains l'avaient un peu mentionné dans le chat. On sentait les Marocains émoussés, très très fatigués physiquement, etc. Je trouve que ça a été une donnée qui est difficile d'ignorer. Mais il y a aussi une autre donnée, et je trouve que ça s'est ressenti notamment à la fin du match, beaucoup de frustration du côté marocain, une frustration un peu Oui. émotionnelle, tu le sens. Et est-ce que ce serait pas, donc là on fait vraiment dans les analyses de comptoir, mais discutons, hein, est-ce que ce serait pas aussi le genre d'émotion qui survient en fin de tournoi après un mois complet à enchaîner des gros matchs, à faire des exploits et après à vivre une élimination face à la France et quelques jours plus tard la finalité d'un match qui ne va pas dans ton sens et qui du coup à la fin in fine te provoque des réactions peut-être plus grosses que ce qu'elles auraient été habituellement, notamment le fait que t'as vécu tellement de choses que voilà, au bout d'un mois de tournoi, comme j'ai expliqué, à la fin, Mais tu surtout lâches du lest. surtout avec l'arbitrage, Zach. Ils ont complètement câblé contre l'arbitrage à la fin du Ouais, de match. ouf. Peut-être parce que déjà ils se sont sentis, à tort ou à raison, je rentrerai pas dans le débat parce que ça m'intéresse pas trop, mais floués en demi-finale sur certaines actions. Régis en a reparlé plusieurs fois, notamment l'action Mhm. sur Bouffal de Théo Hernandez. Mais là, à la fin de match, même Hakimi, après le coup de sifflet final, il Ouais. était hyper frustré. Je me suis dit: «Il va se manger une suspension, ce serait dommage». Ouais, de ouf, de ouf, de Et ouf, de Il ouf. y d'ailleurs, a l'arbitre, il y pendant a le match, peut-être la l'arbitre est charge sympa de mentale, pas ouais. lui mettre un carton, parce qu'il y a plusieurs fois, mais sur des petites situations, tu vois, pas hyper importantes, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de nervosité. Donc oui, je pense qu'il y a la fatigue qui rentre là-dedans, ouais, je suis d'accord avec Raph et aussi comme le dit Raph, ce qui s'est passé en demi. Il y avait pas mal de réactions après la demi contre la France avec, moi ça m'a assez surpris, mais il y a eu beaucoup de papiers, là-dessus, de réactions là-dessus sur une éventuelle faute de Théo Hernandez sur Boufal. Ici, on parle très peu d'arbitrage, mais voilà, il y a pas vraiment de scandale sur cette action et ça a peut-être alimenté le ressentiment des Marocains, Mhm. en fin de compète. Mais bon, c'est pas l'image que tu as envie de retenir, mais c'est vrai que c'était assez surprenant, de voir ça. Parce que ouais, moi je me dis que tu vois, après avoir dépassé les attentes, après avoir enchaîné les exploits, le volume de concentration que ça te demande de devoir battre la Belgique, sortir l'Espagne à la surprise générale, devoir te remobiliser pour réaffronter un Portugal en étant à nouveau pas favori, puis ensuite à nouveau la France, puis après devoir terminer quasi un mois après être entré dans le tournoi par un énième match contre la Croatie, surtout, et c'est là où je pense qu'il y a un truc qui fait la différence, c'est aussi l'expérience. Et c'est là où les Croates, tu vois, c'est une sélection qui, pour la troisième fois, finit sur le podium de la Coupe du Monde. Et puis surtout, pour la deuxième fois d'affilée. Et je sais pas pour vous, mais je pense que cette expérience, bah là, le Maroc a gagné en expérience, en espérant que ça se refasse dans 4 ou dans 8 ans, sait-on jamais. Mais au-delà de mes simples expériences personnelles, j'ai l'impression que l'expérience de ce haut niveau-là a fait un peu la différence aussi sur la gestion Ouais. émotionnelle de fin de match, tu vois. T'as raison, parce que tu raison sur ce que tu dis. Ça me fait penser à une interview de William Gallas dans le journal dans l'équipe du jour, où il raconte un peu la préparation pour la finale de 2006 et il explique qu'en fait, ceux qui dans le groupe avaient déjà vécu 98 étaient beaucoup plus tranquilles et l'aidaient à pas être trop nerveux, à, Ouais. tu vois, être plus calme et cetera et ça l'a vachement aidé. Donc ça rejoint ce que tu dis et finalement, c'est pas étonnant effectivement. Bah voilà. Donc c'était De quand même un toute point. Ouais, vas-y, Raph. Non, mais c'est une grande force de la Croatie, de toute façon, cette endurance mentale, et on l'a dit plusieurs fois, c'est une équipe qui a l'habitude d'aller jusqu'à 120 minutes, d'aller au tir au but depuis mais des années, des générations, avec des joueurs très différents,
à l'exception Mmh. de quelques-uns qui durent comme Lovren, Modric, Kovacic, Brozovic et Perisic qui en plus là a joué latéral et a été très bon. Donc enfin lui, il a fait vraiment l'homme en coupe du monde, qui Ouais. compte à chaque fois Perisic. Donc c'est pas forcément étonnant et puis c'est vrai que moi je pensais qu'il serait je pensais pas qu'ils seraient aussi motivés que ça pour jouer cette troisième place les Croates, parce Ouais, qu'ils étaient sans doute plus déçus de sortir. Alors le Maroc était déçu, mais en termes de statut, c'était moins grave, j'ai envie de ouais, dire, ouais, ouais. que le Maroc sorte en demi que le Croatie et finalement, peut-être en mettant beaucoup de joueurs qui avaient peu joué, tu vois? Soutalo derrière, Stanisic, Mayer, Orsic, Livaja qui était un peu sorti du 11 depuis quelques matchs. Ça les a peut-être un peu reboostés sur ce plan-là en termes de fraîcheur mentale et puis ils ont fait un match, assez sérieux, même si, il y a pas eu beaucoup plus d'occasions que sur le match de poule, hein. C'était pas non plus, un match riche en Non, mais tirs. c'était Ça plus finit ouvert. plus ouvert, voilà. Ça finit à 21 tirs. Tu sentais qu'il y avait pas cette peur d'être mené au score, parce que finalement le Maroc a été mené au score pour la deuxième fois de la compétition et c'était inédit jusqu'au match contre la France. Ils ont été menés 2 fois en plus, ils sont revenus au score et après ils sont à nouveau menés. Donc voilà, c'était un match, un peu à part. Ça ne valait pas l'Uruguay-Pays-Bas de je ne sais plus quand de non, c'était oui, non, Si, c'était si, pas ça, c'était un 2000. Uruguay Si, c'est ça. 2000 quoi? Uruguay-Pays-Bas avec Diego Forlán et le but de Van Bronckhorst de loin. Ouais, mais c'est une demi-finale ça, c'est pas une petite finale, je crois. Parce que vu que 2010 Oui, les c'est la Pays-Bas demi. sont en finale, tu vois, je confonds. Je confonds avec ah non, il y a une petite finale Uruguay contre Allemagne, je Allemagne. crois, non? C'est pas quelque chose comme ça? Allemagne. Ouais, Uruguay-Allemagne et la petite finale avait été sympa, il me semble, il y avait eu beaucoup de buts. Donc c'était pas à ce niveau-là, mais c'était sympa de finir avec ces 2 équipes, et notamment surtout pour le Maroc, hein, qui avait montré de belles choses. Et il faut Monsieur, quand même dire un truc. Ouais, ouais, vas-y Zach, Dan. puisque là, on a vu peut-être. Alors non, c'est pas le plus beau but sur coup de pied arrêté parce qu'il y a quand même les Pays-Bas contre l'Argentine. Et le Ouais, il et y Mais a le coup franc, du Mexique non, mais aussi. Avant après, ça c'est un coup franc ouais, direct, mais ouais. Mais tout ce. Non, je voulais juste dire un petit truc. C'est plus un point j'allais te lancer philosophique sur sur ça. les coups de pied arrêtés. J'imagine que tous les gens devant le match ont pris du plaisir devant ce but. Et je Ouais, me dis, c'est peut-être l'occasion de dire à tout le monde: acceptez aussi quand ça rate. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en général, quand une combinaison un peu différente de ce qu'on a l'habitude de voir, quand une combinaison est tentée et qu'elle rate, on a tendance à entendre: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils mettent pas dans le paquet? Faut la jouer dedans» et cetera. Et si vous faites aussi ça, alors vous n'êtes pas cohérent. Si vous avez apprécié certaines des combinaisons, celles des Pays-Bas, celle de la Croatie oui, la aujourd'hui, Croatie il faut aujourd'hui, ouais. accepter il faut accepter que parfois ça rate et oui, effectivement, quand ça rate, ça a une moins bonne gueule que de mettre un ballon dans le paquet et que per et qu'aucune, aucun coéquipier la reprenne. Mais il faut être cohérent et donc accepter aussi ça. Pareil pour certaines, combinaisons sur corner. Voilà, c'était juste un petit point qui me paraît important. De Mais ce pas que j'allais se dire, fier à la euh, finalité pour évaluer la tentative. parce que j'allais te dire, toi qui nous parles souvent des coups de pied arrêtés, de leur enfin de leur importance, et cetera, tu as été un peu comblé aujourd'hui entre, la petite combinaison en 2 temps avec, Gvardiol qui la reprend d'une tête absolument magnifique en plus, très bon déplacement, des Ah ouais. Croates, très bien pensé. Derrière, but sur coup de pied arrêté du Maroc avec un peu plus de réussite cette fois, mais, Dari qui réussit quand même à y aller quoi et puis après derrière, le 2-1 de Orsic magnifique qui est hors coup de pied arrêté, voilà. Toi, là, en tant que monsieur coup de pied arrêté, c'était ton petit kiff aujourd'hui, non? Ouais, ouais, non, mais j'ai kiffé effectivement sur le but de la Croatie. Il y a tout, c'est-à-dire qu'il y a à la fois les combinaisons, il y a effectivement la bonne exécution technique de la tête et ça, c'est rare. C'est-à-dire c'est une combinaison de la tête, mais je pense que quand tu travailles une combinaison pareille, tu vois le petit ballon par-dessus pour Perisic, le premier. Tu peux aussi, je pense qu'ils ont aussi anticipé le fait qu'il la contrôle. Tu as les 2 possibilités, tu vois? Mais il y a la bonne exécution technique, je le disais, les déplacements et puis la Mmh. feinte. La feinte du frappeur, ça, on le voit de plus en plus parce qu'on l'a vu, rappelez-vous, Espagne-Allemagne avec la ligne de l'Espagne, Ouais, très avancée. Le Maroc aussi, essaye de le faire. Bon, de plus en plus d'équipes avancent leur ligne et le fait de créer du trouble sur le moment où le ballon, va être frappé, bah, c'est aussi une manière de perturber ces alignements-là. Donc voilà, il y avait de tout, il y avait tout ce qu'il fallait en fait dans ce coup franc et surtout la bonne exécution technique parce que les idées, il y en a souvent beaucoup et notamment, chez la Croatie, on en a parlé dès le 1er match d'ailleurs. ouais. Hem, heu
et effectivement, là, ils ont tout bien exécuté. Ils ont failli en mettre, ils ont créé un autre danger. Heu Avant l'équipe de France, on disait que le Maroc, parfois, sur certains corners sortants au deuxième poteau, était un peu vulnérable. Il y a un corner joué à 2 et centré, directement par Madjer en deuxième mi-temps qui crée un peu de danger. Madjer, c'est le croate Ouais. algérien, hein, c'est Rabat Mayer. Ah ouais, C'est ouais, je sais pas comment on dit comment? Mayer? Ça a fait du bien aussi, hein, Lov Lovre Lovre Majer. Mayer, ouais, Majer, Mayer, Mayer, ouais, Mayer, ouais. parce que Madjer, voilà, on est en tu France, Ouais. monsieur, révèles c'est Majer. encore tes tu révèles encore tes origines, Dan, petit à petit, là, jusqu'à la fin de la compète, on les connaîtra. Donc ouais, c'était un kiff quand même de voir ça, et puis demain, peut-être, je sais pas si ça nous fera la transition, mais Oui, c'est autour des coups de pied arrêtés, il y a eu certes moins de buts, cette année par rapport à la dernière coupe du monde. En revanche, là où il y a du gros danger, c'est sur les deuxièmes temps des coups de pied arrêtés, et là, l'équipe de OK. France a déjà Les seconds marqué ballons? 2 buts. Les pas f Ouais, les seconds ballons, donc sur les renvois, avec, donc des renvois et des joueurs qui, à l'entrée de la surface, frappent. Mais surtout, le ballon est renvoyé et après l'équipe qui attaquait attaque de nouveau, et en fait, celle qui défend, c'est la pire situation parce que tu peux pas t'organiser comme dans le jeu, Parce en que fait. Parce que tu as tes c'est le but de positions. Giroud. Le but de Voilà, Giroud c'est le contre but de l'Angleterre, c'est Giroud. ce genre C'est de aussi phase, le ouais. but de Rabiot, contre Ouais, l'Australie, contre rappelez-vous. l'Australie, ouais. Ouais, c'est vrai. Il y a un corner, c'est repoussé, ça va sur Théo et ça centre pour, Rabiot qui attaque le ballon, et donc là, ça fait partie des c'est encore une friche, en fait, dans le foot parce que c'est les phases les plus difficiles, à défendre, et c'est d'ailleurs pour ça, et j'arrête là, c'est d'ailleurs pour ça, enfin, je veux dire, c'est un argument supplémentaire pour les défenses de zone parce que quand tu défends en zone, tu peux préparer tes positions, aussi pour le deuxième temps. Alors que quand OK, tu défends un ouais. individuel, au moment où le ballon est renvoyé, tu C'est sais pas, en bordélique. fait, tu peux pas anticiper où chaque joueur sera, et donc c'est plus difficile d'anticiper la manière de défendre sur le renvoi. Voilà. OK. Ah, c'est vrai que c'est intéressant, ce rapport entre la zone et l'individuel pour les seconds ballons. Enfin, en tout cas, quand ça revient dans le paquet, une fois qu'il y a un beau centre, parce que comme tu as dit, ça a été une partie des buts de l'équipe de France qui sont concernés par un tel dispositif. Ça va pouvoir nous permettre de commencer la preview. Donc, bravo aux Croates pour la 3e place, bravo au Maroc quand même pour le parcours historique, en espérant que ça se valide peut-être par une victoire un jour à la CAN, même si on sait que la CAN, c'est souvent une autre paire de manches. Discutons maintenant de la preview de la finale. Les amis dans le chat, avant tout, je vais vous poser une question. Quel est votre niveau de hype sur 10 sur le match demain? Et tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? Oh, ne répondez pas. On va plutôt remixer la question. Quel est votre niveau de peur pour le match demain sur 10? Parce que hypé, je pense que si vous êtes là, à minima, vous êtes un peu hypé, quoi. Vous n'allez pas me dire finale de Coupe du Monde, je m'en fous. Mais à quel point vous avez un peu peur, pardon. Et c'est parfait parce que je vois vos premières réponses dans le chat. On nous Et dit Messi sur 10. mon gars Areski 9-4 a totalement compris la mentale. Le niveau de peur se situe à Messi sur 10 de mon côté ici. Euh, J'avoue que ce monsieur me fait un petit peu peur, et ça vous l'avez compris depuis le début de la Coupe du Monde. Je vous dis, affronter Messi sur 90 minutes sur un match à élimination, c'est pas vraiment quelque chose qui me rentrait serein. Pas que ce soit invincible et que cette Argentine ait montré des choses qui laissent à penser qu'il soit invincible, pas du tout. Mais par contre, ils ont, à mon sens, un facteur X suffisamment grand, suffisamment puissant, suffisamment fort, et on peut le demander à Nathan Ake, pour nous rappeler qu'on n'est jamais complètement à l'abri de quelque chose qui sorte complètement du temps et qui puisse poser grand problème. C'est un match qui me fait peur, mais c'est un match que je pense peut quand même terminer par une victoire côté français. Je nous vois un peu favoris dans celui-ci. Quelles sont vos attentes? Qu'est-ce que vous attendez du match de demain? C'est Et très là, juste, ce que qui tu va dis. en premier? Zach, Vas-y, vas-y. ça paraît à la fois, très évident parce qu'on parle de Messi, mais en même temps, c'est très juste. Pourquoi? Parce que, heu, il se peut tout à fait qu'une finale, en fait, et c'est même très probable que l'opposition tactique, ne dicte pas le résultat. Mais oui, Il se peut qu'une des 2 équipes prenne l'avantage, dans le contenu, sur tu vois, entre les 2 surfaces, et que, bah, tu parlais de Messi, contre l'Australie, contre le Mexique, contre les Pays-Bas, à chaque oui, fois, il ouvre le score dans des positions, dans des situations
où il n'y a pas de décalage préalable qui a été créé. Il n'y a pas un truc: «Ah, c'est vachement bien joué, il a juste à finir». Non, c'est d'une situation où il n'y a pas forcément un grand avantage structurel ni positionnel que lui va inventer, alors la frappe contre le Mexique, venu d'ailleurs, le petit ballon posé contre l'Australie où franchement, l'Australie défend pas si mal pour le coup. La passe, tu en as parlé de Nathan Ake, la passe décisive elle est lunaire. Ils sont 3 contre 6, personne n'a vu la Une passe, des plus même, belles de sa carrière, ceux hein, qui je le sont au pense stade. sincèrement, hein. Ouais, donc c'est un facteur important et pour rester là-dessus, attention, en face, l'équipe de France sait faire aussi. Quand il s'agit d'avoir peu de temps forts, mais de les concrétiser et beaucoup de temps faibles, mais de pas concéder de but, Coucou il se peut l'Angleterre. que Messi ouais, il se peut que Messi tombe sur un expert là-dessus et dernière chose avant de laisser la parole à Raph, l'équipe de France n'a peut-être pas un talent comme celui de Messi dans ses rangs, mais je pense que ses individualités sont, dans la moyenne au-dessus et a une Oui, plus grande diversité de menaces. D'accord? Il y a 4 Argentins qui ont été décisifs depuis le début de la coupe du monde dans l'équipe type. En équipe de France, dans l'équipe type, il y en a 7 sur les 10 joueurs de champ. D'accord? Donc il y a que la charnière et Koundé qui n'ont pas participé à un but, par une passe décisive ou en marquant directement. Donc ça peut aussi être encore une fois et presque avant tout, la compétition des moments et des joueurs. Le match des moments et des joueurs, pardon. monsieur Raff. Je vais radoter un peu, je serais inquiet si la France, défend comme elle a défendu contre le Maroc, parce que je pense qu'être déséquilibré aussi facilement, notamment côté gauche, donc face au côté droit argentin, ça posera vite problème. Après, il y a encore beaucoup de questions des 2 côtés sur qui va jouer et comment. La France, on ne sait pas qui va jouer dans l'axe derrière, on ne sait pas qui va jouer dans l'axe devant ou côté gauche. L'Argentine, ça parle de système à 5, de système à 4, de 3 attaquants, de 2, donc il y a beaucoup de questions qui se posent. C'est difficile de se projeter. Après, il y a une donnée qui, pour moi, est très importante et c'est un joueur dont on a peut-être moins parlé ces derniers jours parce qu'il n'a pas joué contre le Maroc, mais qui fait un gros, gros, gros tournoi. Et quand on réfléchit au 11 de la compétition, il est pas loin de l'intégrer, notamment dans la zone forte de l'Argentine, c'est Adrien Rabiot. Ouais. Et pourtant, ce joueur m'a souvent frustré, mais moi je pense, et Dan va s'en souvenir, à un match en février 2017 au Parc des Princes, PSG-Barça. Un Ouais. Rabiot à 5 ans de moins, il est avec Verratti et Matuidi dans un milieu à 3 et il avait fait une grosse, grosse, grosse performance dans un rôle un peu libre où il était parfois 6, parfois 8. Il avait gratté des ballons, il avait avancé avec, il avait gagné des mètres et je pense qu'il faudra avoir au moins le même niveau pour Rabiot pour justement embêter une équipe qui ressemble pas mal, si tu fais le bilan, au Barça des dernières années quand il y avait Messi, où il y a moins de talent autour de lui, il y a une organisation qui est adaptée à ce qu'il fait, quelques joueurs qui prennent la profondeur, mais pas Peut-être énormément, plus de solidité défensive. plus de solidité défensive, mais tu vois, il n'y a pas tellement d'idées offensivement. Le Barça avait évidemment beaucoup plus le ballon, mais la dépendance à Messi était déjà très forte ces dernières années, et elle est très très forte en équipe d'Argentine aussi. Alors qui aura le ballon? On peut imaginer, vu les tendances de la France lors de ces derniers matchs, que c'est l'Argentine qui va le prendre et c'est pour ça que Rabiot, dans cette zone-là, surtout que la France, on l'a dit, défend avec une orientation assez individuelle. Rabiot sur Messi, ce sera une grande histoire de ce match-là. Donc je suis très curieux de voir sa performance en espérant Oh, le Rabiot contre Messi. qu'il soit en forme et que voilà, qu'il n'y ait pas un virus, une maladie, un truc qui mette les joueurs à 50% de leur qualité. On va discuter un peu de ça et d'éventuels absents. Moi, si je dois parler un petit peu de ce match, c'est vrai qu'à mon sens, je trouve que qui va contenir Messi, entre guillemets, sera une des grandes questions, même s'il est difficile à contenir. Le rapport Rabiot-Messi sera intéressant. Mais il y a aussi un truc que moi, j'ai envie de voir, c'est de quelle manière est-ce qu'ils vont réussir à deal autour de Mbappé. Et puis surtout, comment au final est-ce qu'on va jouer. Parce qu'on a vu que lors de la dernière opposition aujourd'hui, avec les titulaires, Giroud n'était pas là. Apparemment, il aurait peut-être un bleu, il aurait peut-être pris des coups face au Maroc, ce qui aurait un petit peu compromis une éventuelle participation de sa part. Et qu'est-ce qu'on pense du fait qu'on risque de se retrouver comme la fin du match contre Maroc avec un Mbappé en neuf et un Thuram à gauche. Moi, quand j'ai vu ça au stade, j'avoue, j'ai eu un peu peur parce que ça a précédé une période où, de quasi 15-20 minutes où on a vu Mbappé, ou en tout cas, j'ai vu Mbappé au stade, je l'ai vu, tu vois. Je vais jamais voir le PSG, donc j'ai rarement vu Mbappé en vrai jouer, je l'ai vu 2-3 fois seulement, mais je suis toujours fasciné par
et ça date pas d'hier, mais sa capacité à un moment pendant 15-20 minutes à se désintéresser de tout, à la limite se déconnecter complètement de la partie, que ce soit défensivement ou même de manière un peu plus globale, ne plus avoir du tout d'incidence, puis d'un coup, boum, te sortir un aspect ultra décisif comme sur le deuxième but de l'équipe de France avec la prise de balle au départ. Et d'ailleurs, beaucoup l'oublient, cette prise de balle au départ qui est extraordinaire, et suivi du coup de dans la foulée du dribble au milieu jusqu'à la frappe contrée qui donne but de Colomboigny. Moi, j'avoue que ça me fait un peu peur parce que un des trucs, une éventuelle absence de Giroud m'embêterait un peu, même si il n'a pas fait les meilleurs matchs depuis qu'on est sorti de poule. Mais j'avoue que ça me ferait un peu peur pour une raison assez simple, c'est que on a vu que l'Argentine avait un déficit de taille, on a vu que l'Argentine souffrait un peu de ça, et que face à un Olivier Giroud qui a réussi à s'en sortir dans ce registre, alors s'en sortir, il a surtout marqué un but dans ce registre face aux Anglais et face à des Argentins qui ont beaucoup souffert face aux Néerlandais, ça, j'avoue qu'une éventuelle absence de Giroud, moi, je trouve ça un petit peu inquiétant. Vous en pensez quoi de l'organisation française si Mbappé doit aller se perdre dans l'axe face à Martinez, Otamendi, peut-être Romero, ça dépend comment ils vont jouer, au lieu d'être sur le côté avec un Marcus Thuram sur le côté qui au final a quand même fait un très bon match, aussi, enfin une très bonne entrée en tout cas, c'est important de le dire. Vous en pensez quoi de tout ça, vous? Vas-y, Raph. Ça dépend de ta façon d'aborder le match et de ton plan de jeu. Je pense que si ça démarre avec Giroud, ça veut dire que la France aura envie d'avoir le ballon au moins par moment et de temps en temps de construire patiemment, de ça c'est dans le camp adverse, parce que si tu joues avec Giroud, tu as besoin d'avancer ensemble et de mettre de la présence dans la surface pour l'accompagner et avoir des positions de centre de qualité. Comme ça a été le cas d'ailleurs, les buts qu'il marque en général, il n'est pas tout seul dans la surface, hein. Il y a plusieurs joueurs et lui arrive à gagner son duel. Par contre, si tu démarres avec Mbappé en neuf et tu rames à gauche, ça veut dire que tu vas aborder le match de la même façon que tu l'as fait contre le Maroc en menant au score, que tu Ouais. vas être assez bas, que tu vas contre-attaquer. Et on a vu, et je pense que tu l'as vu au stade, Zach, quand c'est Giroud neuf et Mbappé à gauche et Dembélé qui défend, pour contre-attaquer, c'est très très dur. C'est un des trucs qu'on avait abordé avec Dan, c'est que finalement, tu as une seule solution pour contre-attaquer et que Mbappé va tellement vite que finalement, il y a très peu de soutien quand il arrive à éliminer un joueur. L'exemple, c'était l'action où il déborde Amrabat en vitesse. Ouais, au À la fin, il ralenti. se fait faucher, mais de toute façon, il n'y a personne autour de lui. Et ça avait été déjà le cas lors de certaines actions en 2018. Donc je pense que le choix révélera beaucoup de l'approche du match. Si c'est Thuram côté et Mbappé en neuf, ça veut dire deux choses. Un, que Deschamps a pas aimé défensivement ce qui s'est passé contre le Maroc. Et deux, qu'il veut pas avoir le ballon et qu'il veut contre-attaquer. Si tu choisis Giroud, ça veut dire que ça va peut-être un peu plus ressembler à la première période contre l'Angleterre, où les deux équipes se sont partagées la possession. Donc le choix, je pense, révélera surtout ça, au-delà d'un choix individuel Giroud ou Thuram. Ok, je Après, vois. après tu as aussi, enfin, je pense que de ce qu'on comprend, peut-être que son choix, il sera forcé si Giroud est pas apte. Après, Raph a parlé ouais, de la partie offensive. Et sur le plan défensif, si tu as Thuram à gauche et que tu arrives à le faire défendre, parce que même au moment de son entrée, il n'a pas été tout de suite impliqué quand même, il faut le rappeler, on l'a dit après le match contre le Maroc, mais il a mis un peu de temps à se mettre dans le bain défensif. Mais Ouais, si Thuram est là, tu peux défendre plus clairement le côté gauche et tu as moins de, et disons que il y a certaines prises, tu vois, tu peux dire à Thuram d'éventuellement suivre les débordements de Molina à l'arrière droit. Ça donne à Rabiot un peu moins de boulot. Parce que si c'est Mbappé, évidemment, c'est pour Rabiot, ça. voilà, pour Rabiot, ça va être une grande zone à couvrir. Rappelez-vous, en 2018, parce qu'on dit souvent, ouais, mais Rabiot, il fait comme Matuidi. Rappelez-vous, en 2018, il y avait une espèce de prise à 2 autour de Messi, Oui, Kanté, Matuidi. Kanté, ouais. Sauf que là, à la gauche de Rabiot, il y a personne. À la gauche du milieu, du deuxième milieu défensif, il y a personne. Donc, ça pose une question, tu vois, dans la gestion de Messi. Est-ce que est-ce que le central va venir sortir sur le décrochage de Messi, mais en même temps, il y a Alvarez qui peut rôder en profondeur. Ça peut être compliqué. À mon avis, je vais montrer un petit truc au tableau. C'est assez intéressant, je commence à capter un peu la chose aussi là. Il se peut que qu'on ait une formule si Mbappé joue, donc Mbappé est là.
ici, ce serait Rabiot. Et si l'équipe de France veut bien basculer, d'accord, sachant que il y a 2 buts en fait. Deschamps, il en a parlé après le match France-Argentine 2018. L'année dernière, il a donné une interview à mon illustre collègue désormais à la retraite, Patrick Urbini, pour raconter en fait comment ils avaient préparé ce match avec 2 axes: couper les ressources, les passes à Messi, et deuxième chose, essayer de faire des prises à 2 pour sortir le plus vite sur lui, pour l'empêcher de prendre la vitesse et l'empêcher de jouer. Donc, couper les approvisionnements. Si Mbappé joue là, on va dire que Giroud est dans cette zone, la zone du milieu défensif. Ici, c'est Griezmann qui peut de temps en temps avancer, d'accord, pour gêner notamment Lisandro Martinez si l'Argentine relance à 3. D'accord. Euh, En revanche, ici, si pour venir en aide à Rabiot, soit Mbappé a une révélation, soit tu le laisses en menace, qui peut aussi être le plus avantageux. Ouais, pour Mais faire dans ce comme cas-là, Emerson. ouais, tu as besoin que Dembélé il vienne un peu comme face au Danemark, encore plus intérieur que sur les derniers matchs. Un peu, rappelez-vous, face au Danemark, il était très, très à l'intérieur. D'ailleurs, Deschamps n'arrêtait pas de répéter sur le banc intérieur, intérieur, intérieur. Parce que l'Argentine, ici, a seulement un joueur pour occuper la largeur, c'est Acuna. Et c'est un peu comme rappelez-vous, le Danemark. Alors évidemment, c'est un niveau différent. Mais le Danemark avait un seul piston pour jouer à l'extérieur. Et donc si Dembélé il vient resserrer très vite, que le ballon soit là, et encore plus si le ballon passe de ce côté-là, Tchouaméni ici, tout le monde peut décaler. Tu vois, même Griezmann, il peut venir ici, mais Tchouaméni peut venir décaler avec Rabiot. Et ça peut rendre un grand service à la France pour gérer Messi. Parce qu'ici, on est dans la zone de Messi, d'accord, si l'Argentine attaque comme ça. Donc, il y aura ça à surveiller. Puisque de l'autre côté, la menace est pas, c'est pas une menace de nombre, il se peut que Dembélé ait un rôle encore plus intérieur. Et on l'a vu d'ailleurs dernière chose, on l'a vu sur une table de massage, une des images qu'on a vues dire, «Ouais, je suis en mode Blaise Matuidi, sur cette coupe du monde». Donc ça dit bien exactement, rappelez-vous ce qu'on disait même en début de compétition. Le rôle de Matuidi, qu'est-ce que c'était? C'était certes de se projeter, de prendre éventuellement la largeur, avec le ballon, mais surtout de Ouais, venir faire d'avoir un le rôle troisième collectif. milieu. Venir faire le troisième milieu défensivement. Et si Dembélé arrive à faire ça, ça pourra peut-être aider Rabiot indirectement parce que ça peut décaler l'équipe et aider Tchouaméni à venir dans cette zone sans laisser un trop grand espace. Est-ce que vous pensez, en parlant de ça et des efforts et de tout ce que Dembélé doit faire, et un petit peu révélateur de ce qu'il a dit, je dois faire le Matuidi, est-ce que vous trouvez que ça a un impact sur la qualité de ses attaques? Parce que c'est vrai que, bon, sans mentir et sans le conspuer ou quoi, ou sans être injuste envers lui, il est quand même beaucoup moins, je trouve, impactant depuis la sortie de Beh, Liverpool, notamment mais offensivement, quoi. Je trouve pas mais qu'il est très bon. on va faire simple, Zach, de toute façon. Depuis que la France n'a quasiment plus le ballon sur attaque placée, donc ne va plus dans le camp adverse pour le mettre dans sa position préférentielle, on l'a pas vu dans ses bonnes dispositions, mais il y a pas de hasard. Il est dans un rôle, il part de très, très bas, intérieur, dans un rôle intérieur, et l'équipe de France ne contre-attaque pas via lui. Alors, je vois qu'il y a des gens qui disent qu'il contre-attaque pas bien, mais il est dans une zone où c'est difficile de contre-attaquer, parce que la France ne repart très rarement proprement de ses récupérations de balles basses. Souvent, ces récupérations, en tout cas contre le Maroc, c'était un dégagement. Tu vois, c'était un Ouais. dégagement de Sinon, Konaté, face un à Orient, dégagement de pareil, une Varane. touche avec Griezmann, on a pu le voir plusieurs fois et ça peut quand même aller vite. Voilà, un Mais en fait, dégagement c'est de parce que Griezmann. Griezmann est dans la surface. En fait, si tu laisses l'adversaire avancer autant, si tu laisses l'adversaire avancer autant par ton côté gauche, tu vois, Tchouaméni va être obligé de beaucoup décaler. Au bout d'un moment, Griezmann, il redescend et il redescend dans la surface. C'était ça contre la Pologne et c'était ça contre le Maroc. Donc, si tu as Griezmann dans la surface, qui est celui qui aide à sortir les ballons, à les dégager, tu n'as plus Griezmann qui était ton cerveau sur les transitions, sur les Et contre-attaques pour mener les contre-attaques et porter les relais. Et Et c'est c'était Giroud ça qui en, joue ce en rôle. deuxième période contre l'Angleterre aussi, Dan. Alors la première période, il y avait eu quelques occasions aussi contre la Pologne en deuxième parce que tu n'avais pas tout le temps cette absence de relais entre les lignes. Là, c'est en Voilà. fait, c'est-à-dire que Dembélé, il joue le rôle de Matuidi, mais t'as pas Pogba à côté de toi et t'as pas Griezmann en 10 parce que Griezmann défend quasiment plus bas que toi. Donc qu'est-ce qu'il peut faire Dembélé? Si c'est lui qui gratte le ballon directement, bah, il peut envoyer sur Mbappé
pour éviter le contre-pressing adverse. Mais sinon, il n'y a pas 1000 possibilités. Tu vois, là, c'est quoi votre dernier souvenir de Dembélé qui est sur le côté pour éliminer un joueur? Moi, la Je dernière Non, pense fois, mais je que pense c'est que c'est le un peu des Danemark, poules. quoi. C'est Ouais, sinon, face au Maroc, il est arrivé lancer une ou deux fois, mais c'est vrai que ça n'a pas donné grand-chose, notamment en termes de centre décisif, bah, l'Australie, quoi. Mais je crois, ouais, ouais, qu'il faut accepter qu'il a ce rôle très différent, très défensif sur cette Coupe du Monde. Et l'équipe de France pâtit aussi, je disais, de l'absence de Griezmann plus haut, quand elle doit trop défendre, trop reculer. Et elle pâtit aussi du niveau délicat de Giroud dans ces phases-là, et pas seulement pour courir, mais je parle pour garder le ballon. Contre le Maroc, il a eu beaucoup de mal. Alors il a marqué des buts importants, je ne suis pas en train de remettre en cause bah, ce qu'il apporte. L'Angleterre aussi en deuxième, hein, Deschamps, il y a 2 doigts de le sortir, notamment pour ça, je pense, Ah ouais, il jusqu'au a dû but, sortir avant son but, hein, quand ouais. même, hein, c'est important de le rappeler. Voilà, il a du mal à garder des ballons et donc à faire remonter le bloc ou à jouer les contre-attaques. Donc du coup, tu touches très tôt Mbappé, mais du coup, il y a aucun décalage qui est créé. L'équipe adverse peut venir vite resserrer à 2 ou 3 et en fait, tu profites pas vraiment de ses qualités. Donc je pense que c'est forcément un truc qui a été travaillé, là dans ces jours-là, parce que l'équipe de France aura besoin de bien contre-attaquer, face à cette Argentine. Très bien, très bien, très bien. C'est vraiment assez intéressant, j'aime bien, parce que ça me permet d'aborder le match en ayant une certaine vision. J'espère que vous aussi, ça vous aide, les amis, à un petit peu imaginer tout ça. Moi, il y a un truc qui me rassure par contre, tu vois, et ça va revenir sur une de nos forces, et ça, c'est une de nos forces qu'on verra sûrement aussi si on joue avec Mbappé sur le côté, parce que franchement, voilà, je le dis, j'entends peut-être le sens de titulariser un Thuram par rapport à un Giroud. Je pense qu'il partira quand même pour Giroud. Mais en ayant Mbappé sur un côté, je pense que ça va grandement participer à fixer Molina et à faire en sorte qu'il évite de monter beaucoup, parce qu'on l'a dit beaucoup, mais un des rares porteurs de profondeur pour l'Argentine, bah, il y a Julian Alvarez, mais il y a aussi bah, du coup Acuna et Molina. Et c'est vrai que si d'un côté, tu as Molina qui hésite ou qui n'y va que très peu en ayant peur de Mbappé, ça te fait quand même une grosse partie, ça peut t'aider à tenir une grosse partie de ton équilibre quand même. Mais alors, c'est personnel, hein, je dis pas que j'ai Ouais, raison, vas-y. mais je pense que l'Argentine jouera avec 3 centraux et que ce sera Romero qui devra s'occuper de Mbappé, D'accord. bien plus que Molina. Alors, Hervé Renard a donné un entretien là à l'équipe où il voit aussi l'Argentine, repartir avec sa formule à 3 derrière qui avait été utilisée contre les Pays-Bas. Pourquoi? Parce que notamment si Giroud est là, parce qu'en fait, quand l'équipe de France joue avec Giroud et Mbappé, elle joue quasiment avec 2 attaquants, parce qu'il y a 2 attaquants un peu déconnectés du bloc et ensuite les 8 autres qui défendent. Et je pense vraiment qu'il y aura cette idée d'avoir cette base à 3 pour pouvoir être en supériorité numérique, que Romero puisse être agressif sur Mbappé, parce que Romero est un central très, très agressif, qui va plutôt coller, aller au contact, essayer de couper tôt l'action et d'avoir Otamendi qui peut être en couverture. Je le vois un peu comme ça, Ok. le projet argentin par rapport à Mbappé, si Mbappé joue côté. Et c'est pour ça que je pense que ça bluffe beaucoup des 2 côtés. Parce qu'il y a une part de bluff qui, à mon avis, n'est pas négligeable, que ce soit sur les blessés, les malades, les formules, parce que les 2 équipes veulent pas trop donner d'indications sur comment tu vas notamment parce que Scaloni, on l'a dit depuis le début de la compétition, Zach, il s'adapte énormément à ce que fait l'adversaire. Il s'est Oui. ajusté à tous les matchs. Et là, je pense que le staff français joue un peu, se dit: «Bah, on va dire que on va mettre Thuram sur une partie de l'oppo, on va voir ce que ça dit. Est-ce qu'il va jouer axe? Est-ce qu'il va jouer côté? Est-ce que Giroud va jouer? Il a un peu mal». Et tu vois, c'est dur pour l'Argentine parce que tu te dis: «Mais est-ce que je démarre à 3? Est-ce que je démarre à 4?» Si Mbappé Ouais. joue dans l'axe, tu peux démarrer à 4 parce que tu dis que tu as tes 2 centraux et Molina, il peut aller attaquer Thuram. Donc il y a une belle partie, je pense, de petits poker menteurs là depuis quelques jours entre les 2 nations. Ouais, et Intéressant. on peut ajouter dans la zone, Romero, Molina, on peut ajouter, Rodrigo de Paul. Ouais, Justement, Hervé Renard disait, qu'en fait, souvent, il avait un rôle, un peu de couverture. Nous, De Paul, on le connaît, à l'Udinese ou dans ses meilleurs matchs, ses quelques bons matchs avec l'Atlético comme milieu de projection, hein, assez vertical, et là, avec l'Argentine, il a un rôle plus sécuritaire. Donc il sera aussi déjà dans cette zone, déjà parce que c'est la zone en couverture de Messi, donc il y aura potentiellement des prises à 2 déjà sur Mbappé. Ok, ok, ok. On a beaucoup parlé de Messi, on a beaucoup parlé de nos forces, mais on va suivre un petit peu la plage avec le programme. Les autres menaces argentines. Qu'est-ce qu'on attend
des autres menaces des joueurs argentins. Alors on a mentionné Alvarez, on a mentionné bien évidemment également Enzo Fernandez, les pistons ou latéraux selon le rôle qui sera adapté pour eux. Qu'est-ce qu'on en pense de ces joueurs-là? Qu'est-ce qu'on en pense du côté un peu imprévisible et la qualité technique d'Enzo Fernandez? Qu'est-ce qu'on en pense de Julian Alvarez et son gros volume de course? Est-ce qu'on pense que c'est difficile à contenir? Est-ce que ce seront des joueurs qui vont avoir un impact? Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour se les maintenir? C'est quoi un petit peu votre rapport pour eux? Moi, personnellement, rien qu'à Julian Alvarez, avec tout le respect que je lui dois et la qualité qu'il a, je pense pas que c'est le genre d'attaquant qui peut poser de monstrueux problèmes à notre défense, surtout si on reconduit le Konaté et Varane. C'est un avis. Est-ce que Mais vas-y. je vous pose la question à tous les 2, est-ce que vous n'avez pas peur d'une frappe de loin d'Enzo Fernandez? Moi, j'ai plus peur du frappe Parce de loin de que Di Maria s'il parce que rentre, vu que le bloc bas français de la France contre le Maroc sortait très, très peu sur le porteur, hein. Le Maroc a c'est pas vrai, frappé de loin, mais il y avait des positions parfois de tir, si tu arrives à trouver quelques joueurs intercalés là entre les 3 milieux français, sachant intéressant. qu'Enzo, il est capable d'envoyer des sacoches, je me pose la question. Et après, il y a la question de l'utilisation de Di Maria. Moi, c'est l'autre question qui m'intrigue, c'est bon, Enzo, est-ce que ça va frapper de loin de l'Argentine s'ils ont le ballon? Et deuxièmement, combien de minutes et quel rôle pour Di Maria sur ce match-là? Notamment si le côté, français gauche est en difficulté défensivement. Moi, je suis comme Raph, j'ai un peu du mal à le voir démarrer. Et au fil des jours, je me dis aussi que l'Argentine va attaquer avec un seul offensif avec Messi. Après, la question, c'est est-ce que c'est un quatrième milieu ou un troisième défenseur central? Et c'est vrai que s'il y a un troisième défenseur central, puisqu'on parle des autres menaces argentines, le fait que Lisandro Martinez, donc défenseur central gauche, qui est excellent balle au pied, à la relance, etc., soit dans une zone que devrait donc venir le cadrer Griezmann, si on suit bien. À moins que Giroud décale, mais ça libérait Ouais, un les milieu. distances, elles vont être Heu, grandes, hein. Les distances, elles vont être très voilà, grandes pour les joueurs, ouais. c'est un vrai enjeu. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu vas le cadrer, Lisandro Martinez? Donc ça veut dire faire sortir Griezmann, sachant que tu as déjà Giroud de sortie et Ouais. Mbappé, et après ça peut enchaîner vite et tu as besoin quand même de faire une prise à 2 mais sur Messi? Ou est-ce que tu laisses à quel point tu laisses Lisandro Martinez avec du temps? Parce que c'est un joueur qui quand même sait faire beaucoup de choses balle au pied. C'est un Ouais, ancien tu l'as dit. défenseur central de l'Ajax. Il sait faire vraiment beaucoup de choses. Donc à quel point tu le laisses avec du temps? Tu peux lui dire: «Je lui laisse du temps et je recule». Heu, c'est aussi une possibilité. Mais voilà, tu as évoqué les menaces. Je pense que c'est le dernière chose à noter, c'est Lisandro Martinez et comment le gérer s'il est titulaire. Sachant qu'il serait dans la zone de El Yamik contre la France, que la France a laissé complètement libre. Alors pas par hasard, hein, parce que c'était un droitier à gauche qui a pas l'habitude d'avancer balle au pied, mais en effet, là, c'est pas le même, joueur que tu affrontes. Et El Yamik Voilà. était en panique, à chaque fois qu'il devait avancer balle au pied, il rejouait vers Saïs. Mais là, Elisandro, il fera pas la même chose. Après, ça peut attirer les Argentins et donner de l'espace en contre, surtout si Mbappé joue dans l'axe. Là, si Mbappé joue dans l'axe et que tu fais sortir Lisandro, c'est Ah le là, ça truc peut est être marrant. assez réfléchi, tu vois? Ouais. Oh là là là. Moi, vraiment, là, plus on en parle, plus on parle des possibilités, des éventuelles zones où il va y avoir des duels, des choses intéressantes, etc. Plus ce match me stresse. Je suis assez stressé. Il y a très peu de sérénité de mon côté avant le match. Je trouve vraiment que les Argentins ont ce qu'il faut pour nous répondre. Après, à côté de ça, même si je nous vois quand même devant, c'est une opposition qui, ouais, qui me craint un peu, enfin, qui me fait craindre un Eh peu. bah, moi, j'ai moins de crainte que toi. Juste, on dit sur le chat, c'est bizarre la crainte parce qu'on n'a vu aucun défenseur central sortir contre la France en raison de Mbappé. Bah, si justement, si tu dis que l'Argentine est à 3 centraux, tu peux dire que le central gauche, qui est pas du côté d'Mbappé pourrait avancer et il reste encore 2 autres centraux plus, des milieux pour gérer Mbappé à l'opposé, donc c'est pas déconnant non plus. Mais moi je suis évidemment, c'est du 50-50, d'ailleurs on le voit, hein, chez les bookmakers, dans toutes les Ouais, analyses, c'est du c'est la finale la 50-50. plus serrée depuis, que les paris Voilà. existent à peu près, enfin les paris, internet, je veux dire. Mais mais écoute, moi je pense que l'équipe de France a vu que je crois que ça se jouera sur, du talent, des gestes d'individualité, la capacité à sanctionner le temps faible adverse. Moi, je donne un avantage à la France parce que je pense qu'elle a plus, comme je disais, elle a plus de joueurs capables de le faire
est capable, ensemble, de basculer un peu sur 5 minutes d'un temps fort pour aller mettre le but, avec une plus grande variété. Voilà, c'est ça qui me fait donner un léger avantage à la France. Aïe, 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 aïe. Vraiment, moi, les gars, euh, je suis hypé. Je pense qu'on a la capacité de leur poser souci. Et surtout, moi, il y a un truc, et c'est vraiment. Alors, c'est facile à dire, mais c'est une impression que j'ai eue. Et c'est une impression que j'ai eue qui vient pas forcément d'une impression plutôt collective, parce que, comme tu as dit, Raph, et je pense que j'imagine le débat que vous avez dû avoir la dernière fois, c'est que la France était déséquilibrée assez facilement, mais compensait ça par des grosses individualités qui ont fait des travaux monstrueux. Bonjour, monsieur Konaté, on pense à toi. C'était Euh, comment au stade, Konaté, physiquement? Ça devait être un délire, non? L'impression visuelle? Parce qu'il y a des joueurs, enfin, quand c'est au stade, c'est différent. Lui, je pense que visuellement, je l'ai jamais vu en stade, mais ça doit être quelque chose. c'est un fucking tank. C'est même pas pour faire le. Non, vraiment, je vais pas faire le mec qui parle, tu vois, genre anglais, l'anglophone abusé, mais c'est un tank, gros, et c'est un tank, mais c'est impressionnant. Vraiment, je vais être honnête avec toi. Moi, j'étais côté marocain, donc du coup, en fait, l'action où il enlève le ballon de Enesiri qui va pour toucher son quatrième ballon et ben, il l'a poussé au fond, mais où il met son pied là, avec Ouatia Atala avait réussi à prendre Koundé dans le dos, mais on la voyait au bout. Mais vraiment, enfin, je la voyais au bout. Et la manière dont il met le pied pour la sortir, c'est impressionnant. Moi j'ai toujours eu quelque chose, ce genre de débat avec mon chat où on n'était pas tous d'accord, et il n'y a aucun problème à ça, on n'est pas tous d'accord. Mais moi, j'ai toujours trouvé que parmi les joueurs, les centraux de la nouvelle génération, entre Upa, entre Saliba, entre lui, entre peut-être Wesley Fofana, quoique Wesley Fofana est peut-être un poil plus jeune, mais je me trompe peut-être, c'est lui qui m'a toujours le plus impressionné. Vraiment, c'est lui qui m'a toujours le plus impressionné, m'a toujours donné la plus forte impression. J'ai toujours eu le sentiment que c'était lui le meilleur. Et quand tu vois le match et la qualité qu'il envoie là comme ça en demi-finale d'une Coupe du Monde, j'ai trouvé ça très impressionnant. Et en fait, ce que j'essaye de dire, c'est que la France risque d'être déséquilibrée à des moments, mais c'est vrai que quand il va avec des mecs à la Konaté ou autre, ça te rassure un petit peu. Voilà. Disons que tu un peu moins peur qu'il lâche un moment de folie que des Otamendi, Romero, et cetera. Tu vois, Otamendi, dans les matchs avec City en Ligue des Champions, a toujours eu des moments un peu de déconnexion qui ont Ouais. coûté des buts, qui ont coûté des cartons, qui ont coûté des. Tu vois, Dan parlait des temps faibles. City, par exemple, pendant longtemps, a été une équipe qui se faisait punir, mais énormément sur ses temps faibles. Et notamment parce que les centraux n'étaient pas des centraux très dominants dans leur surface. Là, la France a, comme on a fait la comparaison plusieurs fois avec le Real Madrid, a des centraux de niveau, bah voilà, de niveau, tu es dans la difficulté, bah, je viens de sauver. Et il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il y en a quatre ou cinq. Donc c'est assez délirant parce qu'on n'a pas parlé de Saliba, mais Saliba fait une saison avec Arsenal et a fait une saison la saison dernière avec l'OM, où Énorme. il était déjà dans un rôle de sauveur sur pas mal de séquences, où il devait défendre En des fait, grands pour moi, la espaces à des France, c'est moments un peu difficiles. le roseau qui plie mais qui ne rompt pas. Et qui ne rompt pas, pas nécessairement à cause de sa structure, bien qu'à des moments, elle a eu des effets bénéfiques, mais aussi et surtout par ses individualités qui assurent des rôles, j'ai trouvé assez énormes. Alors, quand je dis ne rompt pas, on n'a qu'un clean sheet dans le tournoi, hein, c'est important. Mais c'est aussi important de dire que la plupart du temps, sur la finalité des matchs en entier, bah, force est de constater que ça tenait quand même Ouais. au global pas trop mal. Alors il y a Même un si doute, c'est un petit peu résultat orienté de dire ça, et je le reconnais. 2 trucs. Il y a un doute demain sur l'identité de la charnière, ça va dépendre des formes aussi de chacun. En tout cas, c'est les dernières infos qu'on a de nos reporters sur place. Et en fait, la différence aussi entre Konaté ou Upamecano, alors certes, Upamecano a plus de peut-être d'habileté balle au pied, Oui. et Upamecano est plus naturellement habitué à jaillir, à être dans une sorte de défense agressive, hein, où il va vouloir, Dans des équipes intervenir. dominantes sur le plan européen, ouais. Et alors que Konaté, même s'il joue à Liverpool, heu, il a, heu, il a un peu plus que Upamecano la capacité à accepter de ne pas intervenir. Voilà, la question, parfois quand tu es défenseur, c'est, en fait, vaut mieux réduire le danger plutôt que vouloir tout de suite intervenir, parce que si tu interviens, tu cherches à intervenir, c'est un quitte au double, et si tu te rates, en fait, ça donne Upamecano contre Kane. Et c'est Ouais, pour C'est ce ça, que en et j'allais fait, dire. Ouais. qu'Upamecano a été très en difficulté aussi contre Kane, parce que, heu,
il a eu du mal, il a pas forcé c'est moins naturel pour lui d'être dans une volonté de contenir, en fait, tu vois? Il va sortir et vu que Kane sait bien s'enrouler, sait bien s'orienter, décroche et arrive à Et à top à mondial à ce à poste, bien hein, feinter. Voilà et donc tu peux te f il suffit d'une fois, hein, il suffit d'une fois de se faire prendre un revers. Alors, Lloris la sort, mais Konaté, alors peut-être qu'il va jouer demain et qu'il va faire une erreur évidemment, on dit ça, mais il est plus habitué à défendre sa surface et peut-être que dans une configuration comme ça, dans cette équipe de France, ça conviendrait mieux. Ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire, mais voilà. Autant tu avais besoin d'Upamecano quand tu attaquais haut, quand tu affrontais un bloc bas, et cetera. Autant là, si tu sais que tu vas passer quand même du temps devant ta surface parce que tu vas avoir des séquences en bloc bas, c'est vrai que si on regardait pas les statuts et juste les profils, Konaté a un profil qui correspond davantage à ça qu'Upamecano. Mais on sait même pas si Varane va jouer, parce que là, on hésite entre les 2, mais on sait pas, enfin, Dan, il me semble qu'on sait même pas il y a Ouais, 3 formules possibles et on sait pas laquelle exactement, va être choisie. Ouais, mais je le exactement. vois pas lâcher Varane, sauf si Varane est suffisamment malade pour ne pas jouer, en réalité. Ah oui, non, ce sera oui, parce que c'est celui qui a Jamais le il se Ouais, mais il statut y le a un plus sera doute fort de très justement. loin, tu vois? Il y a un doute sur Ouais. l'état de Varane. à voir cet état un petit peu, mais effectivement, comme j'ai dit, moi, et assez logiquement, je ne le vois pas lâcher Varane, mais ce sera assez intéressant de voir ça. Et c'est vrai que ça m'étonnerait pas qu'il parte peut-être sur un UPA, enfin sur un Konaté, pardon. Et même si la qualité de relance d'un UPA qui sait. En fait, moi, le gros avantage que j'avais vu à UPA Mécano, et ça, c'est un truc qu'on avait tous vu en poule et qu'on avait souligné ici, c'était sa qualité par la passe et aussi par le fait, à des moments en avançant balle au pied, de pouvoir mettre les ailiers en 1 contre 1. Et même si Kylian Mbappé risque de se retrouver peu en 1 contre 1, c'était assez intéressant de voir que grâce à Upamecano, ils avaient très vite des situations où ils pouvaient arriver dans des positions déséquilibrantes grâce à des passes qui cassent des lignes. Et ça, je trouvais que ça atténuait grandement la responsabilité avec ballon des milieux. Et ça c'était assez cool. Et après, c'est vrai qu'il y a quand même les quelques défauts du Upamecano, mais je pense pas que ces défauts-là ressortiraient de la même manière contre un Alvarez, de la même manière qu'ils sont ressortis face à un Kane. C'est pour ça que si je voyais, par exemple, demain Upamecano à la place de Konaté, je ne serais pas non plus, je serais pas abattu. Genre Upamecano dans la gestion de la profondeur et des grands espaces, bah il sait le faire. Hein. Le mec joue quand même en Bundesliga dans une équipe qui joue à 60 mètres de ses buts, quoi. Donc en termes de placement dans les grands espaces et de vitesse, il l'a. Et après, ça reste un défenseur au global qui a un package assez complet et qui est sur la porte ascendante. Donc c'est Ouais. vrai que si je voyais Upamecano, ça ne me choquerait pas et j'y verrais l'intérêt et j'y verrais le sens. Mais maintenant, si on me demande mon avis, je pense qu'il faudra Konaté. Voilà. Voilà, sachant que, voilà, on nous dit, Paredes sortir de son match ou faire sortir quelqu'un de son match, on nous dit ça sur le chat. C'est vrai qu'il y a voilà, demain, c'est vraiment un match où tu as besoin de faire aucune erreur, de rien laisser à l'adversaire. On sait que les arbitres peuvent siffler un penalty, sur Messi, il y a le VAR, ça peut jouer sur des choses comme ça, un carton, essayer de pas rentrer dans les Argentins, en fait, c'est à double tranchant. Ils peuvent te manger, Prends le psychologiquement, mais coup. ils peuvent aussi basculer dans une fragilité émotionnelle. Donc Mmh. c'est à double tranchant. Aïe, 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 aïe. C'est vrai. On se rappelle de Paredes et on se rappelle de face aux Pays-Bas, la manière dont ils ont un petit peu paniqué et la manière dont ils sont un peu passés au second plan. Intéressant, intéressant. Question, du coup, question un petit peu pour finaliser la chose de cette preview et terminer gentiment. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du match de demain, en dehors d'une victoire? Un point, quelque chose, n'importe quoi, un joueur, une confrontation, une opposition, un machin. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du match de demain? Moi, je me livrerai à la fin, mais franchement, j'avoue que de mon côté, c'est un peu difficile à répondre à cette question. Je dois être tout à fait honnête. Je vais sortir une réponse, Allez, vraiment, un pavé dans la mare, une grande breaking. vas-y. Non, de savoir si la France va réussir à redonner à Mbappé une configuration qui lui permet d'être vu. Là, ça fait 2 matchs de suite qu'il est quand même un peu effacé par le plan de jeu français et l'adaptation des adversaires. Et si tu veux gagner cette finale, de coupe du monde et que tu arrives à mettre Mbappé dans des situations où il est à l'aise, tu te rapproches déjà assez grandement du titre de champion du monde quand même. Donc savoir si la France va réussir à contre-attaquer
et justement à travers Mbappé. Voilà, je pense que c'est la donnée la plus importante pour l'équipe de France offensivement. Défensivement, on a parlé de pas mal des problèmes que l'Argentine pouvait poser. Si la France arrive à contre-attaquer et à trouver Mbappé plusieurs fois dans des situations qu'il apprécie, du 1 contre 1, voire du 1 contre 2, dans des espaces assez grands, le match il sera à ta portée. Et là, ça fait 2 tours que tu le trouves pas dans ces zones-là. C'est Donc vrai. vraiment, c'est pour moi le plus important. Ça a rien de brillant ou de nouveau ou d'inédit comme analyse. Mais bon, ça fait quand même 2 équipes très différentes qui ont réussi à bloquer ça. Donc ça, c'est ce qui m'interroge le plus pour demain. Monsieur Dan. Écoute, allez, on va dire, on en a parlé déjà, mais on va dire, j'attends avec impatience le match de Rabiot. Je trouve que malgré le match correct de Fofana contre le Maroc, on a vraiment vu son absence, on a senti son absence dans cette animation défensive si particulière des Bleus. Et il est déjà important par la nature même de l'équipe de France et sa façon de défendre, mais il va l'être encore plus avec un Messi dans cette zone-là. Donc j'attends un gros match de sa part. Aïe, 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 aïe. Et moi, parce que je vois que quelqu'un a demandé dans le chat, est-ce que je suis pour l'Argentine, pour Messi, mais pas le moins du monde. Hein. J'aime beaucoup Lionel Messi. C'est le plus grand joueur de tous les temps, à mon sens. Mais au-delà de ça, j'aimerais bien voir des larmes couler de ses joues demain, hein, qu'on ne s'y trompe pas. Voilà, je le dis de manière un Et peu Zach, brusque, mais c'est totalement la réalité. Oui, Zach, les plus fidèles du chat auront remarqué que depuis le début, le premier jour de cette émission, vous auriez pu deviner la finale France-Argentine. Vous voyez ici Raymond Coppa et Diego Maradona. Donc le France-Argentine était en fait sous nos yeux. c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais donc du coup, moi, qu'est-ce que j'attends demain? J'attends, et je le dis parce que je pense qu'il le mérite pour son ensemble, pour l'ensemble de son œuvre sur ce tournoi. Et je sais pas, je le sens comme ça. C'est le but de Griezmann. Ouais, je vois bien Griezmann marquer son but demain. Voilà, c'est un petit truc que j'attends, mais je trouve son tournoi vraiment de grande qualité, dans un rôle différent, décisif beaucoup par des coups de pied arrêtés, quelques appels, mais peut-être un peu moins dans la menace offensive, ça c'est plutôt Mbappé. Mais pour tout son rôle, pour l'ensemble de son œuvre, je sens que demain il va marquer un petit but. Voilà. Et ça, c'est un truc que je vois parce que c'est maintenant, pour moi, le leader numéro 1 de cette équipe, mais depuis très longtemps et de manière encore plus affirmée sur cette Coupe du Monde. Et vraiment par son rôle et par la manière dont il prend ses responsabilités et tout, je le vois bien marquer un petit but. Ouais. Un petit but de Griezmann demain, c'est J'ai le une call de question Zach. pour toi, Zach. Est-ce que s'il Vas-y. y a un penalty, c'est Griezmann qui le tire ou c'est Mbappé? Oh, sa mère, j'espère Griezmann. J'espère Griezmann, pas que Mbappé soit un mauvais tireur, parce qu'en plus, à des moments, Mbappé, il a su allumer de la manière dont j'apprécie ça. D'ailleurs, je suis pas toujours fan des pénaltys de Griezmann, pour être honnête. Euh, Notamment à la Coupe du Monde 2018, j'ai refait. J'en avais discuté avec mon chat, on les avait tous revus, et j'étais là, les mecs, la plupart, foncièrement, des pénaltys de la Coupe du Monde 2018, à partir du moment où Griezmann ne faisait pas une Neymar, à savoir attendre le dernier instant pour changer éventuellement la trajectoire, si on analyse la trajectoire pure des pénaltys, c'était du 50-50, quoi. Genre, ils étaient assez mal tirés, souvent pas très forts, ras du sol, pas très mis sur le côté. Il suffisait que le gardien ait du bon côté pour qu'au final, ça se soit arrêté. Mais s'il devait y avoir un penalty à tirer, je le donnerais à Griezmann, moi. Ne serait-ce que pour une raison assez simple à comprendre. Il en a déjà tiré un en finale de Coupe du Monde. Et c'est bête, hein, mais il sait ce que c'est. Et pas que Mbappé ne sache pas, parce qu'il a marqué aussi en finale de Coupe du Monde. Mais un penalty, ouais, je le donnerais à Griezmann quand même. Ouais, je le donnerais à Grisou. Je le donnerais à Grisou quand même, franchement. Je le donnerais à Grisou. Voilà. Et toi, tu le donnerais à qui, toi? À Bap? Je sais Serge pas Bap? qui je le donnerai, mais je pense que ce sera Mbappé qui le tirera. Mais après, peut-être que je me gourre, hein, mais moi, si je dois, si je dois parier, je pense que c'est Mbappé qui a le numéro un qui est le numéro un sur les pénaltys. Je sais pas, Raph, Ah tu oui? t'en penses quoi? Je vais vous répondre un truc à la con pour éviter de donner un avis qui sera ridicule demain, mais je ferais bien un petit Dembélé, parce que tu sais pas quel pied il va frapper, tu vois? Un truc courageux, tu vois? Il fait une course d'élan, tu sais pas s'il frappe pied gauche ou pied droit. Il met un coup du foulard. Tu vois, le mec fou, quoi. C'est le seul mec capable de claquer ça. Non, franchement, vu ce qui s'est passé à l'Euro 2020, je
pense quand même que le plus logique, ce serait de laisser à Griezmann. Parce que si tu as un double héritage, imagine il rate, tu vois? Il rate Ouais, 2020, il rate le tir au but et il rate un penalty, pendant le match contre l'Argentine. Ça ferait un peu beaucoup. Mais bon, à lui, Mbappé, de faire en sorte de marquer dans le match pour après laisser le penalty à Griezmann. Ça, c'est le scénario surtout idéal, pour, tu vois? non, mais surtout pour aller tirer, parce que, attends, si on parle en cas de penalty, mais surtout pour aller tirer face à Martinez. Monsieur 33% d'arrêt sur penalty quand même. Hein. Mm. Ça fait un peu peur quand même. Hein. Franchement, j'avoue que Mais là, Martinez. je me demandais s'il y avait un autre tireur dans le groupe de l'équipe de France, un mec habitué à tirer, j'en vois pas dans le groupe, de l'équipe de France. Ce qui pose la Ouais, question si tu vas au tir au but. Tu vois, si tu vas au ouais. tir au but, qui sont tes 5 tireurs? Compliqué, hein. Il y en a 2 et puis après le reste, T'as faudra Théo voir qui est sur déjà, le je terrain à ce pense. moment-là. Ah mais les gauchers, j'aime pas au tir au but. Je sais pas si c'est validé statistiquement ou pas, mais étant gaucher moi-même, j'ai l'impression qu'on fait que croiser. Non mais on fait que tu vois, même Messi, il fait quasiment que croiser. Je sais pas, C'est je les vrai que trouve dans très ma tête lisibles, aussi, j'ai les cette gauchers. impression souvent du gaucher qui croise en penalty. Ouais. Mais, je sais pas, mais il y a pas tellement de ouais, il y a Griezmann Bon, qui est gaucher, t'as c'est pas vrai. envie d'aller au péno face à Dibou Martinez. Après, ça se trouve, on Non. va gagner au péno, mais en tout cas, si ça arrive au tir au but, tu pas serein. D'ailleurs, on a complètement oublié ça. On n'a pas beaucoup parlé des gardiens, mais une des raisons de sérénité pour moi, c'est Lloris aussi. Hein. Lloris, C'est son une très tournoi, bonne Pas 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 au tir au but par contre. pas au tir au but, on est d'accord. Hein, c'est pas un spécialiste de l'exercice, mais pour l'apport au tournoi global, Lloris, pour l'instant, fait un tournoi de très bonne facture et j'avoue que c'est aussi une des raisons d'avoir peut-être un petit peu le cœur léger au moment d'aborder ce match. Enfin, t'auras jamais le cœur complètement léger dans une finale de Coupe du Monde, mais peut-être une des raisons d'être un peu moins inquiet. Bon, en tout cas, on aura discuté un petit peu de toutes les possibilités, on vous aura livré les choses qu'on attend et on sera là demain soir pour en discuter lors de la la dernière! dernière. La dernière du salon tactique à 23h demain. Il ne faudra pas rater ça, les amis. Ce sera très intéressant. On parlera de ce match en espérant qu'on puisse le faire de manière sérieuse après une victoire qui aura lieu 5 heures avant, on espère, ou alors une défaite. Et alors là, il faudra se remobiliser mentalement pour venir parler de ça parce que sinon, ce sera les nerfs du diable. Mais j'espère pouvoir le faire en ayant les habits mouillés et le nez qui coule parce que j'aurais attrapé froid dans une fontaine pour des raisons évidentes. Et on sera là pour en discuter demain. Et ce sera toujours, bien entendu, avec grand plaisir. Donc, le salon tactique demain, dernière émission, à 23h. On vous tiendra au courant un petit peu de tout ça, etc. Mais ce sera votre rendez-vous, comme d'habitude. Je remercie encore une fois Monsieur Dan, Monsieur Raphaël, peut-être avec nous et avec moi pour ce genre de débrief et de preview qui a été quand même assez globalement satisfaisant, je trouve. Et on vous souhaite, écoutez, tout simplement une bonne fin de soirée. Et on se retrouve à demain. Bonne finale. Salut tout le Ciao, monde. Ciao. ciao. Salut, à demain.